Bonjour à tous et bienvenue dans Voxbooks. La semaine dernière, nous avons parlé des romanciers africains, de leurs écrits. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à leurs sources d'inspiration et y compris également leur motivation. Ce sera l'objet du grand reportage de cette première partie. Puis en seconde partie de cette émission, nous recevrons Hervé Madaya, romancier camerounais. Il va bientôt publier aux éditions Afridite La morsure des louves, un roman de plus de 230 pages qui sera très bientôt dans les librairies. Bienvenue à tous dans Voxbooks. Vous êtes nombreux à lire leurs romans, mais vous êtes-vous jamais demandé de qui eux s'inspiraient? Dans le grand reportage de cette semaine, de Valérie Ngassa et de Paulin Bala, nous irons à la rencontre de 4 romanciers camerounais. Ils vous diront quand décident-ils d'écrire, où écrivent-ils et de qui s'inspirent-ils? Ils sont de plus en plus nombreux à écrire, pourtant leurs romans sont tout aussi différents et originaux les uns que les autres. Quelquefois, ils se retrouvent aux mêmes sources d'inspiration pour épuiser leurs intrigues, certes, mais à y voir de près, les romanciers africains ont des sources d'inspiration diverses. L'inspiration se trouve simplement dans les données de l'observation. Vous savez, dans la littérature, on a souvent dit qu'il n'y a pas de création ex nihilo. Ça veut dire que ça ne vient pas de rien. Il y a sûrement quelque chose qui vous pousse à écrire et on ne va pas puiser dans le ciel, on ne va pas puiser dans les enfers. C'est ce qui nous environne. Généralement, tout ce qui cloche, tout ce qui va mal m'inspire. Parce que je me dis que lorsque quelqu'un est dans la boue, il ne lui est pas souvent facile d'en sortir seul et de se laver. Les sources d'inspiration sont en relation même avec la diversité du continent africain. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Il y en a même qui pensent que l'Afrique n'existe pas du tout, des romanciers. Mais c'est une belle métaphore pour dire qu'en réalité, en matière de sources d'inspiration, il y a pas mal de registres. Sources d'inspiration diverses, oui, mais pas seulement. Les romanciers ont aussi, chacun en ce qui le concerne, des motivations personnelles. Moi, j'ai toujours réfléchi à la réalité même de l'Afrique. Vous allez voir que c'est une réalité qui est foisonnante, je veux dire, de pluralité. Un seul espace, un seul objet peut avoir diverses significations. Et donc, moi, j'essaie de m'inspirer en réalité de ce qui s'écarte un tout petit peu des sentiers battus. J'essaie d'asseoir mon inspiration sur la langue comme modalité essentielle de l'écriture. J'essaie d'asseoir mon inspiration sur la réflexion, même sur la réalité de l'écriture. Lorsque on lit, évidemment, l'écriture devient l'objet même de l'écriture romanesque. Citant un peu André Brink qui dit j'ai voulu décrire certaines choses pour qu'il ne soit plus jamais possible de dire « je ne savais pas ». Donc, chacun utilise les moyens qu'il a. Vous avez des antennes, vous parlez au public, il y en a qui ont des fusils. Moi, j'ai la plume, je suis littéraire et j'ai les mots français que j'utilise. Personnellement, je dénonce. J'observe et je dénonce. Mais comment montent-ils leurs intrigues et surtout comment arrivent-ils à construire autant d'histoires originales et à donner vie à leurs personnages? Naturellement, il y a un schéma. On suit, quand c'est un roman, on suit un personnage ou des personnages dans leur histoire. Mais à certains moments, l'auteur, l'acteur émetteur préfondamental que je suis, ne maîtrise pas totalement l'évolution de son personnage. Parce qu'il arrive dans mes romans que je suive le personnage. C'est pas précisément là où je voulais le mener, mais il a envie de vivre sa vie. Je mets des guillemets, je le suis. Pourtant, j'avais envie de dire autre chose, mais je suis embarquée dans l'histoire d'un personnage. Après, je me dis, non, mais revenons à mon histoire. Donc, ce n'est pas forcément moi qui construis tout, qui me dit, je vais là. Parfois, l'imagination, dans votre imagination, vous avez créé un personnage qui se met à vous conduire.
Les intrigues des romanciers africains proviennent donc de tout ce qui les entoure, car en Afrique, il y a toujours sur quoi écrire et très souvent les critiques et les remarques ne tardent pas à surgir. Nos romanciers n'ont pas une très grande culture, parce qu'en réalité, un bon roman aujourd'hui doit être un roman d'anthropologie. C'est-à-dire que si vous ne vous enracinez pas dans l'humus, dans la connaissance réelle de ce qu'un peuple est, la personne qui vous lit ne peut pas bien comprendre. Il en est de même de l'histoire. Nos romanciers ne font pas beaucoup de recherches sur l'histoire pour faire de leurs livres des livres clés. Vous avez vu Da Vinci Code. Quand vous lisez un roman comme celui-là, vous sentez que la recherche historique a été puissante, voire anthropologique. Et pour écrire, il n'y a pas de temps précis pour coucher ses idées sur du papier. Toutes les occasions sont bonnes pour leur donner corps. Ouf, je ne peux pas vous dire. Très honnêtement, s'il m'était demandé de revenir sur tout ce que j'ai écrit et de me dire c'est ici que je l'ai écrit, je ne vous le dirai pas. Je crois qu'il en est aussi bien des lieux d'écriture, du moment de l'écriture, que de l'inspiration et de l'histoire du roman elle-même. Vous voyez, on est toujours emporté par cela. On peut écrire pendant qu'on voyage, on peut écrire... mais je crois que pour moi, le moment d'écriture n'est pas le plus important. J'écris quand cela s'impose à moi. Et il y a des traversées des déserts aussi. J'ai là mon petit ordinateur, j'écris partout. Donc, j'ouvre ma fenêtre. Dommage, je ne fais pas de brouillon, je veux dire, je ne fais pas de manuscrit, j'écris directement. Ça peut être en traitant un dossier, j'ai une idée, je baisse la fenêtre et puis j'écris, après je continue. Donc, j'écris partout où je me retrouve, que ce soit dans ma maison, dans mon bureau, partout où je me trouve et où il est possible d'écrire. Je ne vais pas vous dire que j'écris à l'église. J'écris partout, j'écris tout le temps. Et quand on leur demande à eux ce qui les inspire, c'est chacun qui y va avec le nom de son auteur préféré. Anne Hébert, elle a publié beaucoup de romans. Aujourd'hui, elle est morte. Et je crois que j'ai beaucoup été marqué par son écriture. Et c'est à l'université que j'ai découvert ses romans, sa poésie et bien d'autres. Et je crois qu'il y a dans sa manière d'écrire, non pas seulement ce désir de fixer un territoire, mais en même temps de mettre en mouvement un désir, de mettre en branle un ensemble de sensations, un ensemble d'images, évidemment, qui, moi, me parlent de manière profonde. Guy Descartes, oui, parce que je pense avoir lu toutes ses publications, sauf s'il y en a auxquelles je n'ai pas eu accès, mais dans les années 80 à 2000, là, j'ai lu tout ce qu'il y avait de Guy Descartes sur le marché et j'ai été saisie par le fait que le monsieur, lui, chacune de ses héroïnes a son histoire, ses circonstances et il a construit chacun de ses romans de façon unique. Il y a la perspicacité de Césaire. Je ne parle pas du côté hermétique parce que j'essaye de ne pas être hermétique, mais perspicace parce que quand il veut dire quelque chose, il le dit. Et j'associe à cette perspicacité la simplicité de Voltaire. Et oui, que ce soit en Occident ou en Afrique, le romancier ne s'inspire pas du néant. Car tout ce qui les entoure, la vie et le vécu quotidien, constituent une source d'inspiration. De l'autre côté de ce jardin, il y a Hervé Madaya, romancier camerounais justement. Il vient de publier aux éditions Aphrodite La morsure des louves. Nous avons rendez-vous avec lui. Hervé Madaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier camerounais, et vous allez très bientôt publier La morsure des louves aux éditions Aphrodite. Oui. La morsure des louves, en réalité, c'est, si je ne m'abuse, parce que quand on vous lit, c'est ce qu'on sent en tout cas. C'est l'histoire d'un couple franco-chinois qui arrive au Cameroun et qui, dès le départ, il mène comme une vie aisée parce que la femme devient romancière et puis le mari dirige une sorte de fait du commerce dans la brocante. L'enfant fréquente un lycée prestigieux, mais à la fin, l'histoire connaît une tournure assez dramatique parce qu'on se retrouve avec de nouveaux personnages qui arrivent, des Maliennes qui viennent de l'étranger et qui vont susciter ou même provoquer la séparation du foyer. Pour ma part, l'histoire commence en réalité avec l'arrivée des deux Africaines
qui ont des racines maliennes, certes, mais qui, à un moment, ne savent plus d'où elles sont exactement. Elles ont longtemps vécu au Cameroun, donc elles sont de partout à la fois. Et il y a Karma et Sundé, qui sont sorcières, un peu, on peut le dire comme ça, et qui vont mettre le grappin sur un Chinois aisé pour se faire entretenir, après avoir essayé en vain d'immigrer en France. Et le problème, c'est que le Chinois aisé est marié à une Française, justement, et ils ont un fils. Donc, c'est un peu ça le résumé. Mais parallèlement, c'est aussi l'histoire c'est aussi les aventures des enfants de la rue. Un réfugié guinéen qui a fui la guerre et qui est venu au Cameroun. Un albinos camerounais qui a fui le nord parce qu'il a failli être assassiné par son propre grand-père. Et le franco-chinois, le petit franco-chinois qui se retrouve dans la rue parce que le couple de ses parents a éclaté, est parti en morceaux, sa mère est retournée en France. Le père a été envoûté par les deux Africains, on va dire, qui se sont installés chez lui finalement. Il a été envoûté, il est parti et elles se sont emparées de ses biens. C'est de là que part la morsure des louves. Parce qu'on sait très souvent que les louves, la morsure des louves est très souvent profonde. Oui, la morsure des louves est profonde parce que elles s'attaquent au père, elles détruisent le couple franco-chinois, et puis aussi le petit garçon qui va être travesti à un moment, qui va être obligé de fuir la maison, donc elles détruisent plusieurs vies finalement. Mais c'est plusieurs thématiques donc, finalement dont vous mettez sur scène. Il y a la sorcellerie d'une part, il y a les enfants de la rue de l'autre côté, et puis il y a cette relation, disons, interraciale entre... vous voulez ressortir quoi exactement? Bien sûr qu'il y a plusieurs thématiques. Je pense qu'on écrit d'abord pour soi. Ce livre, je l'ai écrit pour moi au départ, mais influencé par un environnement. Et vous retrouverez justement, je revisite l'immigration clandestine. Alors, vous me direz que c'est un thème qui a déjà été visité, 1000 fois visité, mais avec un regard neuf. Parce que l'arnaque ne se passe pas en France cette fois. Elle se passe ici. Alors, les filles vont être dépouillées de leur argent et de leurs biens par un ancien ministre, enfin quelqu'un qui prétend avoir travaillé dans le gouvernement. Et ça se passe au Tchad, au bord du Logone. Alors cette fois, ce n'est pas en France qu'ils ont mangé dans les poubelles, mais ça se passe en Afrique. Et finalement, donc, le père qui devient fou, puisqu'il a été envoûté, se retrouve dans la rue un peu avec son fils. Il se recroise un peu là-bas. Pourquoi ce but dénouement? Je ne sais pas pourquoi. Je suis fasciné par la folie, par le délabrement. Mais il y a eu comme une rupture entre ce père et son fils à un moment. Et il fallait qu'au bout du compte, il y ait une réconciliation. Pour ma part, c'est la réconciliation dans la rue et finalement, ils renaîtront peut-être de leur cendre. Renaître de leur cendre. Mais l'histoire, quand même, dès le départ, l'histoire, c'est une histoire d'amour. Et une histoire d'amour assez belle et que l'on peut désirer d'ailleurs, mais qui finit très tragiquement, en pleine rue, dans pleine pauvreté et en pleine folie même. Je ne sais pas pourquoi mêler tant de bonheur à tant de malheur. Il faut faire attention parce que ce n'est pas une love story. Ce n'est pas un roman d'amour, c'est un roman d'aventure, c'est un roman populaire, c'est un roman d'aventure. Alors, il y a bien sûr plusieurs thèmes